Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session REI4A dédiée ce jour à l'insuffisance rénale et son association à l'insuffisance cardiaque avancée, avec deux topos. Le premier par le docteur Guillaume Baudry à Nancy, que vous connaissez bien et qui anime REI4A avec nous depuis le départ. Et puis derrière, on aura le professeur Galinier à Toulouse qui nous parlera la prise en charge. Mais merci beaucoup Guillaume, on te laisse la main et la parole. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va faire une courte introduction au syndrome cardio-rénal puisqu'en 15-20 minutes, c'est quand même difficile d'aller plus en détail. En tout cas, il y aura à nouveau des présentations sur les interactions cardio-rénales, je crois, dans 2 ou 3 semaines, en fin février ou mars. Et donc, on aura le temps d'approfondir. Et puis, si jamais vous voulez qu'on aille plus loin sur certains sujets, on pourra y revenir ensuite. Donc, quand on parle de syndrome cardio-rénal, il y a 5 grands types de syndrome cardio-rénaux. En tout cas, c'est une description qui a été développée au milieu des années 2000 pour faciliter un petit peu la compréhension des différentes interactions entre le cœur et le rein et permettre là aussi l'élaboration de modèles expérimentaux. Parce qu'en pratique, vous imaginez bien que un patient qui a de l'insuffisance rénale chronique, dessus, ou une insuffisance cardiaque chronique, dessus, il va faire des poussées aiguës, et donc il y a une interaction, et un même patient va passer régulièrement, donc du type 2, qui est une insuffisance cardiaque qui donne une insuffisance rénale, à ensuite un type 1, une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, sur lequel il va à nouveau agresser son rein, et ainsi de suite. Donc globalement, les 5 types qui étaient décrits, c'est le type 2 et le type 4, qui sont des atteintes chroniques, soit du cœur, soit du rein, avec un retentissement de l'organe enfin, soit le cœur, soit le rein et de l'organe opposé. Et donc, dans les types 1 et les types 3, qui sont des atteintes aiguës d'un organe, par exemple une nécrose tubulaire aiguë en réanimation qui va impliquer des complications cardiaques, ou alors une hospitalisation pour une décompensation cardiaque aiguë, un choc cardiogénique inaugural qui va avoir des retentissements rénaux. Et puis le type 5, normalement, c'est une atteinte concomitante, comme on peut le voir dans certaines pathologies, que ce soit par exemple l'amylose, le choc septique, etc. Donc je vais commencer par une présentation assez épidémiologique. Et donc, dans cette étude récente publiée par Halimi, il a voulu regarder si l'impact de l'atteinte de l'organe adjacent était important. Donc, est-ce que le fait d'avoir un syndrome cardio-rénal, ça allait aggraver l'insuffisance cardiaque chronique ou l'insuffisance rénale chronique? Et pour ce, ils ont pris donc toute la cohorte des patients hospitalisés avec un codage soit d'insuffisance cardiaque, soit d'insuffisance rénale chronique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont regardé dans les 2 ans précédents si le patient avait eu des codages pour soit une insuffisance cardiaque, soit une insuffisance rénale, et dans quel ordre était fait le codage. Globalement, c'est une étude qui a évalué 385 000 patients, et globalement, ce qu'ils retrouvent, c'est que quand un patient a une atteinte rénale en plus de l'insuffisance cardiaque, vous voyez que ça augmente son risque de décès par 1,5 et de décès cardiovasculaire par 1,6. Et si vous rajoutez une atteinte cardiaque à un patient qui a de l'insuffisance rénale chronique, le risque de décès est multiplié par 1,7 et de mort cardiovasculaire est multiplié par 3. Ce qui est intéressant, c'est quand on va un petit peu plus loin dans les courbes. Donc là, vous avez à gauche la mortalité toute cause et à droite la mortalité cardiovasculaire. En bleu, vous avez la mortalité des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, définie comme c'est dans le SFDS, avec le code insuffisance rénale chronique, et en rouge, ceux qui ont une insuffisance cardiaque. Vous voyez que déjà à 5 ans, vous avez une mortalité qui est pas loin des 40%, voire même un petit peu supérieure à 40% pour l'insuffisance cardiaque, et pratiquement 30% pour l'insuffisance rénale, donc une mortalité qui est très importante. Et si en plus d'une atteinte isolée d'un des 2 organes, il y a une atteinte d'un autre organe, on voit que le risque est multiplié par 2 et que, visiblement, les patients au plus haut risque, c'est ceux qui ont d'abord l'insuffisance cardiaque avec ensuite une atteinte rénale. Globalement, on retrouve à peu près la même chose, même si là, les courbes sont un petit peu plus séparées pour la mort cardiovasculaire. Logiquement, les patients qui ont une atteinte rénale ont une mortalité cardiovasculaire qui n'est pas négligeable et c'est connu, mais qui est quand même assez inférieure à ceux qui ont une insuffisance cardiaque. Et dès que les 2 organes sont atteints, vous voyez qu'il y a une majoration très importante du risque de décéder de cause cardiaque.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les autres causes, donc les causes associées donc à la maladie initiale, l'insuffisance cardiaque à droite ou la dialyse ou la transplantation rénale. Et on voit que pour les critères rénaux, les patients qui ont juste l'insuffisance cardiaque, finalement, ils sont, on va dire, globalement à bas risque comparé aux autres populations. Par contre, dès que les deux organes sont atteints, très vite, ça se complique, avec là un risque qui est pratiquement entre 20 et 30% à 5 ans, avec peut-être un sur-risque. Si on doit isoler une population, c'est les patients qui ont initialement l'atteinte rénale, puis ensuite le syndrome cardio-rénal associé. Pour l'insuffisance cardiaque, c'est un petit peu le pendant de cette courbe-là, mais inversé. Les patients insuffisants rénaux chroniques sont ceux à bas risque, mais le bas risque, vous voyez, c'est quand même un patient sur 5 qui, dans les 5 ans, va faire de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est quand même énorme. Et par contre, dès que vous prenez une atteinte combinée cardiaque et rénale, bah dans ces cas-là, vous atteignez pratiquement 70 à 80%. Et cette fois, c'est l'inverse. C'est les insuffisants cardiaques qui dégradent leurs reins qui sont à plus haut risque de refaire des nouvelles hospitalisations. Je vais passer assez vite là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant. Atteinte cardiaque ou rénale isolée, c'est les deux courbes du bas. Vous avez un risque d'infarctus à gauche ou d'AVC à droite qui n'est pas négligeable, mais assez limité. Et dès que les deux organes sont atteints, vous voyez que vous avez une potentialisation du risque, et ce, quelle que soit la complication de type MACE, Major Advanced Cardiovascular Event. Donc, c'est vraiment très important, et l'atteinte des deux organes transforme le patient en patient à très haut risque, quel que soit l'endpoint analysé. Donc, si on s'intéresse donc à la population précédente, il y avait 10% des patients qui avaient l'atteinte combinée. C'est un peu les limites du SMDS, parce que si on regarde une autre étude qui a été faite aux États-Unis et qui est très récente aussi, quand ils regardent les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, finalement, ce qui est intéressant, donc vous voyez, c'est pratiquement 400 000 patients, 350 000 patients. Ce qui est intéressant, c'est que des patients qui ont un DFG à plus de 60 000 par minute, donc c'est en rouge-bleu, bah, c'est une minorité des patients finalement chez ceux hospitalisés. Et ce qu'on voit, c'est que la répartition en fonction du sexe n'est pas tout à fait la même. On voit clairement que le taux de dialyse est à peu près identique, 5% de la population homme-femme. Par contre, les femmes ont une présentation plus sévère, avec 44% des femmes, ou même 49% si on prend les 5% dialysés, donc 49% des patientes hospitalisées pour insuffisance cardiaque aux États-Unis ont un DFG à moins de 45 000 par minute. Alors, ça correspond peut-être à une population d'AFE préservée, mais en tout cas, ça montre vraiment la prévalence de l'insuffisance rénale dans les populations de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Et chez les hommes, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même des chiffres extrêmement importants, avec à peu près 40% dans cette population des hommes hospitalisés qui ont un DFG à moins de 45 minutes par minute. Donc cet antécédent et cette double comorbidité, on l'a vu, elle est associée à plus de complications au long cours. Et en hospitalisation, c'est aussi un facteur de risque extrêmement important. Donc ici, vous avez les trois types d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, le mid-range et la fraction d'éjection réduite. Et vous voyez que quand le DFG baisse, le risque de décès intra-hospitalier, donc c'est vraiment sur l'hospitalisation, vous voyez que pour une clairance à moins de 30 minutes par minute, vous êtes à peu près à 4% de décès intra-hospitalier, puis ça va même augmenter à pratiquement 7% chez les patients avec une FEVG réduite. Donc, c'est ce qui est représenté ici, donc l'odd ratio de la mortalité intra-hospitalière en fonction des groupes. Et la première chose que je voudrais vous montrer sur cette diapo, c'est qu'il y a quand même une interaction entre le type d'insuffisance cardiaque et l'effet de l'atteinte rénale. Donc, globalement, et les études épidémiologiques, elles ont souvent beaucoup de biais, mais elles peuvent nous apprendre quand même des choses intéressantes. C'est que vous voyez que la représentation de l'effet de l'insuffisance rénale chez les patients à FEVG réduite ou mid-range, elle est globalement la même. C'est-à-dire que si on prend les patients qui ont plus de 90 millilitres de clairance comme référence, ceux qui ont entre 60 et 90, vous voyez qu'ils ont un hazard ratio soit 0,9, soit 1, c'est-à-dire que jusqu'à 60 millilitres par minute, par mètre 1,73 mètres carrés, globalement, il n'y a pas de gros sur-risque. Par contre, dès qu'on dépasse, vous voyez que le risque augmente progressivement. Et on voit que dans cette population, les intervalles de confiance sont très larges parce que c'est la population qui était sous-représentée, mais que l'effet est le même. Par contre, il y a un effet qui est un peu différent chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à effet préservé. Et là, on a l'impression que jusqu'à 45 minutes par minute de clairance,
bah, le risque, il est pas majoré, en tout cas dans cette étude. Par contre, dès qu'on passe en dessous, bah là, ça augmente progressivement jusqu'aux patients en dialyse qui ont une surmortalité qui est par 3,6 dans la FE préservée et multiplié par 5 dans la FE réduite. Donc, c'est vraiment une surmortalité associée à cette altération de la fonction rénale. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et on verra après que maintenant, en plus, il y a des traitements qui peuvent être intéressants. Alors, juste pour aborder un petit peu les explications de cette surmortalité, bah, une des explications la plus simple, c'est que le traitement d'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une atteinte rénale, bah, il est d'autant plus diminué que l'atteinte rénale est importante et que même si on se penche sur les patients qui ont un DFG entre 60 et 90 millilitres par minute pour lequel, en théorie, il n'y a aucune contre-indication à aucun traitement, bah, vous voyez que systématiquement, le taux de traitement diminue un petit peu. Alors, c'est encore plus marqué, vous voyez, 5% de différence en termes absolus sur les MRA, ce qui est quand même pas négligeable, 5% là aussi sur la triple thérapie, et puis quand on passe à 45 minutes par minute, entre 45 et 60, là aussi, il n'y a pas de traitement d'insuffisance cardiaque contre-indiqué entre 45 et 60 minutes par minute. Pourtant, peut-être à la faveur de poussées d'insuffisance rénale aiguë, peut-être pour des problèmes de calvinie, en tout cas, la plupart des traitements, même ceux pour lesquels l'effet rénal est quand même très modeste, comme les bêta-bloquants, systématiquement, vous voyez que les traitements sont moins prescrits chez les patients insuffisants rénaux. Donc ça, c'est une des explications pour expliquer cette surmortalité. Ces patients sont moins bien traités et c'est un problème qu'on a après. Donc ça, c'est une autre étude qui est surtout une méta-analyse à la fois de l'effet en aigu et en chronique de cette insuffisance rénale chronique, DFG à moins de 60 chez des patients insuffisants cardiaques, et les chiffres à retenir, donc voilà, aigu et chronique, pardon. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que le risque de mortalité est multiplié par 2,4 en aigu, 2,3 en chronique, donc il y a un effet, quel que soit le type d'insuffisance cardiaque. Alors, dans notre population de patients un petit peu plus sévères, comme les patients pré-greffe, ce qu'on voit, c'est que même chez des patients qui sont sélectionnés, qui sont beaucoup plus jeunes que la population d'insuffisance cardiaque classique à un âge plutôt aux alentours de 70-80 ans, bah, c'est qu'on voit que des patients entre 30 et 60 de clairance, ça représente 36% de notre population. Donc, il y a plus d'un tiers de la population qui a une clairance à moins de 60 minutes par minute chez des patients jeunes et sélectionnés. Donc, là aussi, c'est une comorbidité très importante en pré-greffe. Et chez les patients greffés, on voit que ce taux augmente puisqu'on sait maintenant que plus le rein est dégradé, plus vous êtes donc sévère, plus vous avez de points et donc un accès facilité à la transplantation. Juste pour vous faire un rapide descriptif de cet impact de l'atteinte rénale en transplantation, vous avez, donc je ne sais pas si vous êtes habitué à ces schémas, donc en haut à gauche, vous avez au départ à 100 les patients qui sont en attente de transplantation, avec le trait double qui correspond aux patients qui attendent une transplantation cœur-rein et le trait noir, une transplantation cœur seul. Globalement, ce qu'on voit, donc, on part de 100% des patients, et puis ensuite, il y a deux traits. Il y a le trait des patients qu'on va transplanter et les traits rouges des patients qui vont mourir sur la liste d'attente. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous attendez une transplantation cœur-rein, bah, votre risque de décéder sur liste de transplantation est multiplié par 2. Au bout d'un an, un patient sur 5 en attente de transplantation cœur-rein était décédé, contre un patient sur 10 pour l'attente d'un cœur seul. Alors, les résultats de la transplantation cœur et cœur-rein sont identiques. Vous voyez, 75% de survie à 5 ans dans cette étude. Par contre, si on apparie la sévérité donc si on les match entre les patients qui attendent cœur seul et cœur-rein, on voit que la survie, elle est bien meilleure quand on a fait une transplantation cœur-rein plutôt qu'une transplantation cœur seul, alors qu'on avait une insuffisance rénale sévère. Et ça, à gauche, vous avez les patients qui étaient dépendants de la dialyse. Mais bon, comme je vous ai dit, pour des raisons parfois de difficulté d'accès à la transplantation cœur-rein, les patients ont simplement été transplantés du cœur. Et donc, dans ces cas-là, à 5 ans, il y en a 1 sur 2 qui sera toujours en vie. Par contre, chez ceux qui ne sont pas dépendants de la dialyse, donc ont une clairance entre, on va dire, 20 et entre 15 et 40 minutes par minute, bah dans ces cas-là, c'est moins marqué, mais malgré tout, de faire une transplantation cœur-rein est associé à une meilleure survie à long terme chez des patients qui auraient insuffisance rénale chronique. Globalement, c'est à peu près la même chose chez les patients qui sont en attente d'assistance ventriculaire gauche.
Vous voyez, vous avez la débit de filtration glomérulaire en abscisse et puis la probabilité de décéder après la machine en ordonnée, et que plus votre clairance augmente, plus votre probabilité de décès diminue. Puis vous avez en rouge la courbe qui représente le risque des patients en dialyse. C'est ce qui est représenté ici. Hein. Plus vous avez une atteinte rénale avant l'intervention, plus votre risque de décès est important. Donc, c'est un antécédent à prendre en compte pour évaluer le risque opératoire de patients en vue de chirurgie lourde. Et ces grades de survie, vous auriez la même chose en post-transplantation. Plus vous avez une atteinte rénale avant la chirurgie de transplantation cardiaque, plus la probabilité de mortalité augmente. Donc, si on essaie de s'intéresser très rapidement à la physiologie du syndrome cardio-rénal, puisqu'en 15 minutes, c'est vraiment difficile d'aller loin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à terme, vous avez des comorbidités qui sont communes aux deux organes, et que la finalité de tout ça, c'est la perte néphronique et la perte de cardiomyocytes, et ces cellules vont être remplacées par de la fibrose, ce qui explique un petit peu l'évolution progressive de la dégradation progressive, et qu'à chaque fois, vous ne revenez pas à l'état antérieur, parce que chaque nouvelle agression, chaque nouvelle inflammation va causer un petit peu plus de fibrose, expliquer que les organes vont se dégrader. Cette dégradation, elle est très importante à prendre en compte, puisque plus la dégradation est rapide, et là, vous avez donc la probabilité de survie en fonction du temps chez les patients qui ont perdu ou gagné de la fonction du débit de filtration glomérulaire au cours de la première année. Donc, c'est ce qu'on appelle la Leachy-Fair slope. C'est très connu chez les médecins, chez les néphrologues. Donc, plus le patient diminue son débit de filtration glomérulaire, donc s'il perd 15 minutes de DFG par an, plus son risque de mortalité va être important. Et donc, c'est très important quand vous voyez un patient en consultation de voir quel était son DFG il y a 1 an, il y a 2 ans. Est-ce que c'est un patient qui est en train rapidement de se dégrader sur le plan de la fonction rénale? Ça va vous aider à mieux concevoir son risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque notamment. Alors, j'aime bien cette diapositive qui n'est pas extrêmement simple, mais qui justement reprend un petit peu la complexité du syndrome cardio-rénal et de l'atteinte bipolaire des deux organes. Tout d'abord, quand on regarde l'atteinte rénale, il y a plusieurs définitions, et on n'a pas le temps de rentrer en détail sur ces définitions, mais globalement, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au patient, quel est le contexte clinique et quel est le contexte biologique, la créatinine, le débit de filtration glomérulaire. Donc, si vous avez le débit de filtration glomérulaire qui se dégrade, a priori, vous pouvez suspecter une insuffisance rénale aiguë ou une dégradation progressive de la fonction rénale. Cependant, quand le patient s'améliore, et c'est notamment le cas en cas de décongestion, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des pseudo worsening renal function, ou des pseudo AKI. Et en fait, finalement, c'est qu'on a l'impression que la créatinine augmente, et pour autant, on sait que ce n'est pas associé à un surrisque de mortalité pour le patient, parce qu'on est en train de le décongestionner notamment. Donc ça, c'est quelques définitions qui sont importantes à comprendre, et on pourrait y revenir plus en détail dans un cours dédié. Globalement, si on essaye de reprendre la physiopathe classique, donc vous avez des facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, le tabac, qui sont communs aux deux organes et qui déjà progressivement vont entraîner une albuminurie et une dégradation du GFR, mais quand vous êtes juste à cette étape des facteurs de risque, a priori, le patient n'a pas de complications. Globalement, il évolue un petit peu, et puis vous allez vous orienter vers une atteinte soit cardiaque, soit rénale, avec différents phénotypes, la néphropathie diabétique, la néphropathie hypertensive, l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit FE préservée, une cardiomyopathie dilatée, une cardiopathie à FEVG réduit de cause ischémique. Et puis là, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau cardiaque, vous allez avoir une réduction du débit cardiaque, une augmentation des pressions intracardiaques, et notamment ensuite, en amont de la pression veineuse centrale, il y a un début de fibrose. Et au niveau du rein, c'est à peu près pareil, une diminution du flux sanguin rénal, une diminution du débit de filtration glomérulaire, une perte en néphron, et là aussi un début de fibrose et de congestion rénale. Et tout ça va activer le système rénine-angiotensine, l'activation du système nerveux sympathique, de l'inflammation, de la dysfonction endothéliale. Et vous voyez que tous ces facteurs vont s'auto-aggraver mutuellement, et l'atteinte cardiaque va aggraver l'atteinte rénale et vice-versa, par cette auto-activation de tous ces facteurs modulateurs qui vont aggraver la situation.
Donc là, le patient généralement a une perte rapide de son DFG, il y a un risque d'albuminurie, les marqueurs d'atteinte rénaux et notamment tubulaires, et puis les biomarqueurs d'insuffisance cardiaque. Et puis, vous allez rajouter à cette situation de dégradation chronique de la fonction de vos deux organes des atteintes aiguës qui peuvent être multifactorielles, une nouvelle décompensation cardiaque par un écart au régime, par une infection, par un médicament comme l'utilisation d'anti-inflammatoires, etc. Et donc, sur cette dégradation progressive, vous allez rajouter une dégradation aiguë qui correspond et qui aide à comprendre donc, cette courbe de dégradation qui fait qu'après, on ne revient jamais à l'état initial et le patient se dégrade jusqu'à l'insuffisance cardiaque terminale et puis l'insuffisance rénale terminale avec la dialyse ou la transplantation finale. Il y a un facteur qui était abordé très rapidement sur la diapositive d'avant et qui est extrêmement important, c'est l'importance de la congestion avec la pression veineuse centrale. Et si vous vous intéressez, ça c'est des vieilles études, mais qui étaient extrêmement importantes en termes de physiologie. Si vous vous intéressez donc en abscisse à la pression veineuse centrale et au débit de filtration glomérulaire, vous voyez que plus la pression veineuse centrale augmente, plus le débit de filtration glomérulaire diminue. Alors après, c'était des patients qui avaient un cathétérisme cardiaque droit pour cause cardiologique et probablement que les patients ont une pression veineuse centrale à 0 étaient diurétisés. Et donc, il y avait peut-être une petite note d'insuffisance rénale fonctionnelle qui explique cette courbe en U. Et si on s'intéresse à un suivi très long de ces cohortes, vous voyez que dès que la pression veineuse centrale dépasse les 3 mm de mercure, sur les 4-5 premières années, il n'y aura pas de différence, mais ensuite, vous pourrez montrer un surrisque pour ces patients-là. Et puis, quand elle dépasse les 6 mm de mercure, il y a un risque assez important à long terme. Donc là, on a parlé de l'évolution de la fonction rénale en chronique, mais cette pression veineuse centrale, elle est aussi associée au risque de faire de l'insuffisance rénale aiguë au cours d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et vous voyez que la probabilité de dégrader votre fonction rénale quand votre pression veineuse centrale augmente, elle est extrêmement importante et proportionnelle, progressive. Alors finalement, l'index cardiaque est beaucoup moins associé à une dégradation de la fonction rénale, voire même de façon étonnante, c'est les patients qui ont l'index cardiaque préservé, ou peut-être dans un cadre d'insuffisance cardiaque à effet préservé, avec un index qui est bon, qui vont faire paradoxalement le plus de dégradation de la fonction rénale en aigu. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans les autres choses que je souhaitais aborder dans cette introduction, c'était de comprendre l'importance de la résistance aux diurétiques et les différents mécanismes incriminés. Donc là, il y a 3 couleurs différentes qui correspondent en rouge aux mécanismes sur lesquels il n'y a pas de doute et on est sûr. En noir, c'est les mécanismes pour lesquels on n'est pas certain, mais il y a quand même des hypothèses assez importantes. Et puis en bleu, c'est un niveau de preuve qui est très faible et pour lequel on n'a pas de grosses certitudes, mais qui pourrait être expliqué, enfin qui pourrait être impliqué. Donc, dans des mécanismes pré-rénaux de résistance aux diurétiques, les 2 plus importants sont probablement la congestion veineuse centrale et notamment la congestion digestive et l'augmentation de la pression intra-abdominale qui gêne de façon mécanique la filtration au niveau du glomérule. Et puis, la congestion intestinale va gêner l'absorption des diurétiques de l'anse, expliquant pourquoi c'est plus important de passer par voie intraveineuse. Et puis ensuite, au niveau de la partie juste en amont de l'anse de Henle, il y a peut-être une réabsorption plus importante du sodium chez les patients suivant Henle. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'anse de Henle, quand il y a de l'insuffisance cardiaque, on a besoin de doses beaucoup plus importantes de diurétiques et qu'en plus, il y a une réabsorption plus importante du sodium qui explique qu'à dose équivalente, l'effet sur la natriurèse va être beaucoup plus faible. C'est ce qu'on retrouve un petit peu ici. À gauche, vous avez donc le logarithme de la dose de diurétique et l'effet sur la sécrétion de sodium. Et vous voyez que dans des conditions normales, vous avez besoin d'une toute petite dose de diurétique et une toute petite majoration de cette dose de diurétique va faire que l'excrétion de sodium va être extrêmement importante et très rapidement va atteindre un maximum. Ce qui se passe, c'est dans la décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une dose beaucoup plus importante de diurétique pour espérer avoir une augmentation de la sécrétion de sodium, mais qu'en plus, pour obtenir une sécrétion importante, vous allez devoir majorer de façon très importante les doses, contrairement au sujet normal pour lequel une toute petite
augmentation est suffisante. Et en plus, vous allez avoir une efficacité qui est bien plus modeste et vous n'atteindrez jamais la natriurése normale des patients non insuffisants cardiaques. Donc, c'est important de bien comprendre ça et de la nécessité vraiment d'adapter la dose de diurétique dans la décompensation cardiaque. Sinon, vous risquez d'être inefficace pour décongestionner votre patient. Globalement, donc, ce qu'on voit, donc là, c'est à l'état baseline, on va dire des sujets normaux. Et puis là, c'est des patients en noir qui prennent des diurétiques de façon chronique ou de façon aiguë dans le cadre de la décompensation. Globalement, dès que vous prenez des diurétiques, vous avez une augmentation de la présentation de sodium au niveau du tube contourné distal. Par contre, dans l'insuffisance cardiaque chronique des patients avec des diurétiques au long cours, vous voyez qu'il y a une réabsorption distale du sodium qui va être très importante, ce qui n'est pas le cas en cas d'ajout aigu de diurétique, ce qui fait qu'à la fin, quand vous regardez l'expression, qui est le delta entre ce qui est délivré au tube contourné distal et ce qui est réabsorbé, bah, c'est vraiment important d'être dans cette situation aiguë. Vous allez majorer de façon intraveineuse les diurétiques pour espérer avoir une décongestion efficace de votre patient à l'expression du sodium. Juste pour en finir avec l'histoire de congestion et de gestion des diurétiques, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans votre prise en charge. Là aussi, c'est un papier assez récent qui montre que finalement, quand vous voulez évaluer le risque de dégradation de la fonction rénale au long cours et son impact sur la mortalité, il faut prendre en compte l'efficacité de la décongestion. Et donc, les auteurs, là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, quand vous avez une diminution du débit de filtration glomérulaire, vous avez un surrisque de complications. Donc, c'est une multiplication par 1,2 du risque de décès et d'hospitalisation pour cause cardiovasculaire. Cependant, si on ajuste ça avec la décongestion, que ce soit l'augmentation de l'hématocrite ou la diminution du NT-proBNP, on voit que finalement ce risque disparaît. Et donc, en bas, donc là, vous avez ce qui est représenté ici. Donc, plus le BNP diminue, plus c'est les colonnes. Non, pardon. En vert, vous avez les patients dont le BNP diminue de façon efficacement. Et vous voyez que par rapport aux patients qui ont une grande décongestion avec un BNP qui diminue très franchement, vous voyez que moins le BNP diminue, plus l'atteinte va être importante. Et de façon symétrique ici, si vous avez une insuffisance rénale avec une bonne diminution de l'hématocrite, vous n'avez pas de surrisque, alors que les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë pendant l'hospitalisation et qui n'ont pas d'amélioration de la congestion vont, eux, avoir une surmortalité. C'est ce qui est représenté ici. Donc, juste pour finir sur cette introduction, les messages à retenir, c'est que le syndrome cardio-rénal est extrêmement fréquent. On l'a vu, hein, pratiquement un patient sur deux hospitalisé pour insuffisance cardiaque, qu'il augmente à la fois le risque de décès toute cause, de mortalité cardiovasculaire, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais aussi de dialyse, d'infarctus du myocarde et d'AVC. La physiopathologie, elle est extrêmement complexe et il faut retenir le rôle de la congestion. Et puis, ce syndrome cardio-rénal, il a d'importantes implications pour la gestion de l'insuffisance cardiaque, notamment la gestion des diurétiques en aigu, avec deux belles publications qui ont été publiées l'année dernière, qui est Chlorotic Trial et Advort Trial sur l'association des diurétiques de Lens, soit avec les thiazidiques, soit avec l'acétazolamide. Et puis, Michel va enchaîner sur l'importance des traitements de l'insuffisance cardiaque sur la gestion de ce syndrome cardio-rénal. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette superbe introduction. En 25 minutes, faire le syndrome cardio-rénal de manière aussi claire, c'était, me semble-t-il, assez brillant. Et si ça te va, après échange avec